Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui vous tient à cœur, qui est comment faire de l'argent une énergie positive au profit de son projet de vie et notamment au profit de son projet de vie quand on se reconvertit. Et on va l'évoquer à deux voix avec mon invité du jour qui est Aude et qui est kinésiologue. Bonjour Aude. Bonjour Ophélie et merci pour cette invitation. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description de cette interview, les 6 secrets pour devenir libre financièrement. Aude, justement, comment toi tu en as envie à te poser, comment est-ce que tu en es venu à te poser cette question dans ton parcours professionnel, qui est justement comment est-ce que je revois mon rapport à l'argent pour faire de l'argent une énergie positive au service de mon projet de vie et m'autoriser à m'épanouir personnellement et professionnellement. Effectivement, les questions liées à l'argent, je me les suis déjà posées pour moi-même. Alors, mon parcours en quelques mots, moi, je viens d'une famille où on m'a vraiment appris que voilà, il faut se construire tout seul. Mon papa, il avait pas beaucoup d'argent quand il était petit, mais il a fait des grosses études, il a beaucoup travaillé, il est devenu médecin, donc ascension sociale. On m'a appris qu'il fallait beaucoup travailler pour gagner de l'argent et surtout, il fallait beaucoup économiser pour être toujours en sécurité. Et donc, moi, j'ai fait une école de commerce, donc vraiment un peu par défaut, en me disant, bon, je trouverais bien un travail justement où je peux bien gagner ma vie avec ça. J'ai travaillé 12 ans en entreprise, donc notamment chez Veolia Environnement, chez Schneider Electric, donc plutôt des grosses boîtes. Et déjà, quand j'étais en train de faire mes études, pour avoir moi-même suivi des séances de kinésiologie qui m'ont vraiment complètement changé la vie, je m'étais posé la question de devenir kinésiologue à ce moment-là. Mais bon, j'avais seulement 20 ans, j'avais même pas fini mes études. Et moi, j'avais vraiment la croyance qu'il fallait que je gagne beaucoup d'argent pour être en sécurité, que kinésiologue, c'est un métier qui n'allait pas rapporter beaucoup d'argent et qui en plus n'est même pas reconnu par l'État, c'est même pas un diplôme, donc c'était pas possible. Donc bon, j'ai mis tout ça de côté, mais c'est revenu hein, évidemment avec aussi la maturité. Voilà, je pense que de toute façon, je n'étais pas prête à ce moment-là. Et donc finalement, je me suis formée en 2016 au métier de kinésiologue. Et voilà, et après, j'ai changé de vie. Hein. Je suis passée de la vie parisienne, femme d'affaires stressée. Apparemment, c'est ça que je disais que je voulais faire quand j'étais petite. Donc, j'ai très bien réussi à devenir femme d'affaires stressée. Mais bon, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas très durable dans le temps. Et du coup, donc j'ai changé de vie. J'ai terminé mon parcours de kinésiologue. Je suis venue m'installer dans le sud-est de la France, dans la région de Nice. Je me suis installée avec mon copain, tout ça. Enfin, tout s'est aligné à ce moment-là. Voilà. Et aujourd'hui, donc j'ai 3 casquettes. Je suis kinésiologue où je reçois des clients en séance individuelle au cabinet. Je suis aussi formatrice en brain gym, donc qui est une branche de la kinésiologie qu'on peut faire indépendamment ou dans le parcours de kinésiologue, où là, vraiment, le but, c'est de passer par le corps et par le mouvement pour pouvoir avoir les différentes parties du cerveau qui sont bien branchées et voilà, vraiment être dans l'action, voilà, ça développe plein de choses et c'est une technique qui est très, très ludique, très joyeuse, donc que j'aime beaucoup. Et depuis plus récemment, je me suis aussi mise en binôme avec une gestionnaire de patrimoine pour aborder l'argent de manière un petit peu plus concrète, sachant que c'est un sujet voilà, sur lequel moi j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup évolué. Le passage à kinésiologue, voilà, il a fallu travailler sur toutes ces croyances. Comme je te le disais juste avant off aussi, je suis passée par une phase où j'avais essayé de lancer une entreprise en ligne, mais qui ne me correspondait pas du tout et je le faisais vraiment pour gagner de l'argent. Et bizarrement, ça ne marchait pas du tout. Ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc voilà, quand on n'est pas au bon endroit, au bon moment, il y a un truc qui coince et souvent, c'est le signe qu'il faut se poser des questions. Voilà, et donc l'argent, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder aussi en cabinet, en séance de kinésiologie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir là-dessus. C'est très révélateur de beaucoup de choses. Oui, alors en France, c'est très tabou de dire que l'argent est une énergie. Alors dans la plupart des autres pays dans le monde, c'est une évidence. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que l'argent en France, on n'aime pas en parler, on n'aime pas dire combien on gagne. Il y a plein de… Enfin, de toute façon, c'est comme si, de toute façon, quoi qu'on dise, ça allait pas. Bon, ça va avec beaucoup de choses, mais
on envie les gens qui sont riches, on voudrait avoir plus d'argent, on voudrait avoir des trucs chers, mais les riches, c'est tous des salauds, c'est tous des gens qui vont voilà, profiter des autres. Enfin, on peut, quelle que soit la place où on est, ça ne va pas. Et donc, voilà, dire qu'on a de l'argent, ça ne va pas. Dire qu'on n'en a pas, c'est aussi un signe de honte. Hein, si on voit très bien les enfants à l'école qui n'ont pas la dernière marque et tout ça, on va se moquer d'eux. Donc, on se rend compte quand on réfléchit un peu au sujet qu'effectivement, l'argent, finalement, c'est beaucoup de choses qu'on projette sur lui. Et alors qu'en fait, ben, moi, je considère que, enfin, là, c'est pas que je considère, c'est que si on y réfléchit, l'argent, c'est un truc qui n'existe même pas. C'est juste une convention sociale, c'est des écritures. Voilà, si demain, l'Europe décide d'effacer la dette d'un pays, la dette est effacée, il se passe rien du tout. Donc, c'est bien que c'est pas un vrai truc. Donc, effectivement, on peut dire que c'est une énergie parce que c'est ce qu'on projette dessus et quand on l'aborde de ce point de vue-là, on se rend compte que ben, du coup, on a beaucoup plus de pouvoir dessus que ce qu'on penserait au départ. Oui, alors ça, il y a pas mal de personnes qui n'y ont pas réfléchi, mais comme tu le dis, en fait, l'argent n'existe pas réellement, c'est une convention sociale. Demain, on pourrait imaginer que ce soit, ça a été les coquillages à un moment dans la construction des échanges. On pourrait imaginer, déjà, j'aime bien dire aux enfants que c'est les bisous. Ce qu'on veut. Et en fait, ça n'a que la valeur qu'on lui octroie. Et comme tu le disais, cette valeur, elle est plutôt dans les mains des États, quoique de moins en moins, on le voit notamment avec les dettes publiques et l'inflation. Même ça remet en question ça. Et ça va aussi, cette croyance du fait que l'argent existe même matériellement, va évoluer dans le temps, tout simplement parce que les monnaies fiduciaires sont amenées, ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire les billets et les pièces, certainement à disparaître au profit d'écriture numérique. Donc, quand on y réfléchit, tous les jours des monnaies sont créées et disparaissent. Et pour autant, on dédie notre vie à ça pour beaucoup, parce qu'on nous a appris que notre sécurité, quelque part notre liberté et notre vie, et cette idée de gagner sa vie, qui est un truc assez dangereux, dépendait de cette question-là. Exactement. Et du coup, on projette énormément ce que tu disais d'émotions. Et c'est là où, véritablement, quand on veut faire un travail sur son rapport à l'argent, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on associe en termes de mots, en termes de pensée, en termes d'émotions à ce sujet-là, pour se dire, et qu'est-ce que j'associe à ça et qu'est-ce que ça a produit dans ma vie pour recréer des nouvelles croyances, des nouvelles pensées, des nouvelles émotions qui nous permettent de nous aider à atteindre les objectifs et avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise relation à l'argent. La question, c'est est-ce que ce qu'on pense et ce qu'on ressent nous permet d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir? Oui, tout à fait. Quelque part, en fait, l'argent, c'est intéressant de se poser la question de quels sont les adjectifs que j'associe à l'argent, c'est quoi les croyances que j'ai autour de l'argent et est-ce que du coup, ces croyances, elles me servent ou pas? C'est-à-dire que si en pensant à l'argent, j'associe ça à des idées telles que arnaque, problème, vol, ou voilà, l'argent, c'est, comme on disait tout à l'heure, les gens qui sont riches, c'est tous des salauds. Ben, moi, j'ai pas envie d'être un salaud, donc du coup, j'ai pas envie d'avoir d'argent. Mais tout ça, finalement, c'est ce que moi, je projette dessus. Et il est évident que si je projette plus de choses positives, négatives, pardon, sur l'argent que positives, il est logique qu'une partie de moi freine, consciemment ou inconsciemment, à ce que j'ai de l'argent, puisque ce n'est pas ça que je veux. Au contraire, si j'ai des croyances positives dessus, l'argent, c'est la liberté, c'est la sécurité, voilà, c'est une énergie justement qui va me permettre de faire plein de choses. Avec l'argent, je peux, euh, voyager en yacht si je suis vraiment très très riche et en jet et être un gros polluant, voilà, de manière très égoïste, mais je peux aussi décider, je ne sais pas, de créer une fondation, d'aider les autres. Enfin, il y a plein de manières de l'utiliser. Et ça, il n'y a que moi qui le fait et qui choisit de le faire. Et je trouve que quelque part, c'est un peu une question d'équilibre, en fait. C'est toujours l'argent, c'est tout ça et c'est rien de tout ça. Donc, pareil, quand je disais, l'argent, c'est la sécurité et la liberté, mais on peut être dans l'excès inverse aussi. Si pour moi, l'argent, c'est la sécurité, peut-être que je vais en avoir déjà, mais que pour moi, ce sera jamais assez. Je vais toujours vouloir en avoir plus. Je vais être hyper économe, voire je vais être radin. Je vais jamais le dépenser. Je vais jamais me faire plaisir. Et en fait, cette notion de sécurité, elle sera aussi excessive et elle va pas m'être plus profitable. Donc, c'est toujours de trouver un juste milieu entre
la sécurité, mais aussi la liberté, le fait de pouvoir se faire plaisir, le fait de dépenser pour moi ou d'en faire profiter les autres. Sur, enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Là, cette notion d'équilibre, je trouve qu'elle est vraiment très importante. Le tout et son contraire existent. Il y a ces notions dans notre société, on dit plutôt que être radin ou être égoïste, c'est mal, alors que être généreux, c'est très bien. Mais être trop généreux, ça n'a pas forcément de sens. Il y a des gens qui sont généreux à l'excès, au point que quelque part, ils vont un peu prendre le pouvoir sur les autres, ils vont tout faire à leur place. Là, je pense le cas typique des parents, souvent les femmes hein, d'ailleurs, qui vont vouloir tout faire pour leurs enfants, qui vont tout donner pour eux, et du coup, ben, qui ne prennent pas leur place justement, mais qui aussi sont parfois trop intrusifs dans la vie de leurs enfants. Donc là, ben, cette générosité-là, finalement, elle est juste pour personne. Et évidemment, être trop égoïste, ben ça enferme sur soi. Mais c'est important aussi d'apprendre à trouver le juste milieu entre cet égoïsme et cette générosité pour que ce soit juste pour tout le monde. Oui, c'est important d'apprendre à donner et recevoir. En fait, tout ça, c'est des c'est des boucles. C'est travailler sur ces dualités, être à l'aise avec l'idée de donner et recevoir, être à l'aise avec l'idée d'être généreuse et radine, parfois, être, à l'aise avec l'idée de, gagner bien sa vie et de s'autoriser parfois à la gagner un peu moins bien et que de se sentir en sécurité quand même. Tout ça, c'est une question d'équilibre à l'intérieur de nous, surtout parce que souvent, quand on projette des choses sur l'argent, c'est qu'on cherche à l'extérieur de nous, en fait, une solution de quelque chose qui joue à l'intérieur. Oui, tout à fait. Et donc justement, bah, je vais un peu rentrer plus sur le sujet de la reconversion professionnelle et là, mon métier qui est kinésiologue, mais on pourrait étendre ça à tout ce qui est les activités de soins, où on retrouve beaucoup ce truc-là de, ben, quelque part, comme je fais un métier où j'aide les autres, du coup, il y a un truc qui est un peu mal perçu, qui est un peu difficile à faire de demander de l'argent pour ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais demander de l'argent, donc je vais profiter du malheur des autres ou j'en sais rien. Ou en fait, il y a cette croyance que si j'ai des prix très bas, ben, je vais pouvoir aider plus de gens. Sauf que en fait, la réalité, c'est pas tellement ça. C'est, enfin, en tout cas, mon expérience, c'est plus qu'on va attirer les gens qui nous ressemblent ou les gens qui, qui ont besoin de ce que nous, on a déjà vécu, hein. Il y a un peu cette idée que tout ce que j'ai déjà vécu, ben, du coup, je peux le transmettre à d'autres. Et que du coup, si mon énergie, c'est ben, le manque, il faut surtout se sacrifier et tout ça, ben, en fait, je vais attirer des gens comme ça. Et, et on le voit beaucoup ben, surtout les gens qui démarrent dans ce métier, il y a encore une fois cette dualité de ben, en fait, j'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à décoller, et en même temps, ben, je veux pas trop demander, j'ose pas vraiment prendre ma place là-dedans. Et peut-être je vais du coup attirer des gens qui un peu problématiques, qui vont eux-mêmes pas avoir beaucoup d'argent. Et enfin, c'est pas une question qu'ils n'ont pas assez d'argent, c'est qu'ils ont pas tellement envie de mettre l'argent là-dedans, mais ils veulent quand même le service. J'en ai eu typiquement au début de les premiers clients que j'ai eus. Je pense à une cliente en particulier qui avait tous les problèmes du monde, où elle était tout le temps en train de me parler du fait que voilà, elle était en manque, elle avait des problèmes de santé, enfin, elle avait vraiment plein de problèmes. Et, bon, on progressait, mais on progressait très lentement. C'est quelqu'un qui restait toujours énormément en séance. Enfin, elle maximisait le temps qu'elle gardait avec moi, mais quelque part, elle me prenait aussi beaucoup de mon temps et de mon énergie pour un bénéfice qui, pour elle, était assez limité. Et à un moment, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs. C'est la seule personne que j'ai pas augmenté parce que justement, je savais qu'elle était à sa près. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise encore en vouloir plus, à en demander plus, et où en fait, elle stagnait, mais elle essayait un peu de me culpabiliser de oui, mais je progresse vraiment avec vous et tout ça. Et en fait, je voyais qu'elle était à un endroit où moi, j'étais plus capable de l'aider. Et en fait, ça me coûtait beaucoup d'énergie pour elle, un bénéfice assez limité. Et bon, à un moment, j'ai décidé, je lui ai pas dit clairement non, mais moi, j'ai décidé que j'arrêtais et ben, elle s'est arrêtée de venir en fait un peu naturellement. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc qui est très important. Un truc aussi voilà, que je veux partager, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à leur compte, comme ça, pareil, dans les métiers du soin, qui vont, pour déterminer leurs tarifs, ils vont partir des autres au lieu de partir d'eux.
C'est-à-dire, je vais aller voir la concurrence, je vais aller voir ce qui se fait autour. Et du coup, comme moi, je suis débutant, que je veux m'installer, je vais me mettre dans les prix plutôt bas. Le truc, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Enfin, peut-être ça va fonctionner, mais en fait, ce n'est pas logique. La logique, c'est plutôt de partir de soi. OK, j'ai décidé de faire ça de mon métier. De combien j'ai besoin pour pouvoir me payer ce dont j'ai besoin? C'est plus logique de partir comme ça. Et donc là, il faut calculer. C'est quoi mes charges? Combien d'heures je suis prêt et j'ai à faire physiquement, énergétiquement. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont capables, surtout quand on commence, de faire 10 séances par jour. Il y en a, au bout de 2, ils sont complètement rétamés. Hein. C'est un truc aussi qui s'apprend. Ça dépend aussi de mon cadre de vie. Est-ce que j'ai quelqu'un, un partenaire qui va me soutenir financièrement? Est-ce que j'ai une pièce chez moi où je peux accueillir les gens, où je suis obligée de louer à l'extérieur? Enfin, il faut se poser toutes ces questions. C'est quoi mes charges? Et encore une fois, de quoi j'ai besoin? C'est quoi le minimum? C'est quoi là où je suis confortable? Et c'est quoi là où c'est même plus de ce dont j'ai besoin? Je fais tous ces calculs, je divise, et là, théoriquement, j'ai mon prix, soit horaire, soit séance. Enfin, parce que beaucoup de gens me posent cette question, qui ont envie de se lancer dans la kinésiologie, dans le brain gym, ce genre de choses. Cette fameuse question de est-ce que je gagne ma vie? Donc, comme on le signait tout à l'heure, la vie, elle ne se gagne pas, elle est déjà gagnée. C'est est-ce que je gagne assez d'argent pour subvenir à mes besoins et être, moi, ce que je considère confortable. Et en fait, ce dont moi j'ai besoin, il ne va pas du tout correspondre à ce dont a besoin une autre personne, parce qu'encore une fois, il y a tellement de critères pour chacun, voilà, que en fait, chaque personne ne peut répondre à cette question que pour eux-mêmes. Donc, selon moi, si je suis à ma place, oui, on peut très bien vivre de manière confortable financièrement en étant kinésiologue ou en étant n'importe quel autre métier de soins ou à son compte. Mais voilà, pour moi, quand même, une condition, enfin, c'est pas forcément une condition, mais en tout cas, ça, de mon expérience, ça va être beaucoup plus simple et fluide si je suis bien alignée avec moi, avec mes valeurs, si je suis à ma bonne place, avec justement cet équilibre, je trouve mon équilibre. Oui, de partir de soi et de son projet de vie. Alors justement, cette question de l'argent, c'est quelque chose de personnel. L'important, c'est aussi d'avoir une vision de la vie qu'on a envie d'avoir, parce que les moyens financiers qu'on a envie de déployer, ils sont à mettre au service de notre vie. Et il y a peu de personnes qui s'autorisent à se poser la question de quelle est réellement la vie que j'ai envie d'avoir et comment je peux mettre justement cette chose qui est un moyen, et c'est uniquement un moyen, au service de mon projet de vie et puis du fait d'impacter positivement la vie des autres. Oui, oui, exactement, c'est ça. Déjà de commencer par se poser la question et de regarder ce qu'il en est clairement. Donc, aussi bien du point de vue justement énergétique, au niveau croyance et tout ça, parce que clairement, je pense qu'on est d'accord sur les deux sur le fait que ça va énormément impacter comment je vais vivre, dépenser, gagner de l'argent. Et aussi de manière très concrète en fait, il y a des gens en fait qui regardent même pas leur compte, qui savent pas combien ils en ont. Il y a au contraire des gens qui vont regarder leur compte 3 fois par jour en mode super flippé. Donc toujours cette question d'équilibre. L'argent dans les couples aussi, c'est un vaste sujet. Il y a des gens qui savent pas combien leur partenaire gagne, voilà, ce qui est quand même complètement improbable. Surtout que, justement, on le sait, l'argent enfin, les femmes gagnent moins d'argent de manière générale en France, par différence de salaire, mais aussi par différence de connaissances sur l'argent, parce que, encore plus que pour les hommes, l'argent, c'est tabou pour les femmes. Souvent, elles s'y intéressent pas du tout. C'est l'homme qui s'occupe de ça, parce que de toute façon, c'est l'homme qui gagne le plus d'argent. Enfin, il y a tout un cercle vicieux qui fait que, en tant que femme, on a d'autant plus besoin, à mon sens, de se poser ces questions, de s'intéresser à ces questions, de se former un minimum pour juste être au courant et pouvoir prendre ses propres décisions, au lieu de les laisser toujours aux autres. La question de l'éducation financière, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on s'offre une liberté de choix dans sa propre vie. L'argent, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde et dans le couple aussi, parce que on a aussi un couple sur deux qui aujourd'hui se sépare et les femmes qui n'ont pas pris les devants aussi de se poser la question de savoir comment on se gère l'argent dans leur couple et comment elles s'en sortiront aussi dans un second temps, comment elles pourront assumer l'entière responsabilité de leur vie. Souvent, le paye très cher, malheureusement. Oui,
L'exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'est donc le schéma classique, c'est donc l'homme qui gagne mieux enfin, qui gagne un salaire plus élevé que la femme. Et au moment d'acheter une maison ou un appartement, si, bon, ça c'est valable évidemment que s'il y a régime de séparation de biens, ce qui se passe, c'est que ça va être l'homme qui va rembourser le prêt parce que lui, il gagne un peu plus, et la femme, elle va payer les courses parce que ben, c'est elle qui s'occupe des courses la plupart du temps. Le truc, c'est que si effectivement il y a séparation, et c'est bien beau de se dire que ça n'arrivera jamais, mais n'empêche qu'on est quand même, c'est quand même plus clair pour tout le monde si on se pose la question quand tout va bien, c'est que en fait, les notaires ils vont regarder l'origine des fonds. Et si on voit sur les comptes que c'est l'homme qui a financé, on considère que la maison est à l'homme, même si la femme elle a quasi ou autant, enfin elle pense avoir contribué au ménage. En fait, comme elle n'a pas contribué à la maison, et ben au moment de la séparation, l'homme, il se retrouve avec une maison et la femme avec des sacs de courses vides. Donc, ça, c'est vraiment le truc classique. Et c'est pour ça que c'est très important qu'au niveau du compte bancaire, ça apparaisse que la femme contribue autant que l'homme a remboursé le prêt, même si après, l'homme redonne de l'argent pour faire les courses. Après, chacun fait c'est son business. Et aussi que, en fait, si l'homme n'accepte pas de faire ça, c'est que quelque part, il ne se préoccupe pas du devenir de notre devenir. C'est un peu, pour moi, c'est un signe, presque un drapeau rouge, je ne sais pas comment dire en français, mais un red flag si la personne avec qui vous partagez votre vie ne veut pas prendre des dispositions pour que vous soyez en sécurité, quoi qu'il se passe, ben, on peut se poser des questions sur quelles sont les vraies intentions de cette personne dans mon sujet. Et voilà, bon, ça après. Et ça, s'aimer correctement, c'est aussi se souhaiter le meilleur quand on se sépare et si tout ne se passait pas exactement comme on l'a pensé. Oui, c'est ça. Et, et quelque part, enfin, on le sait que l'argent, c'est aussi, ben, c'est un sujet qui est tabou de manière générale, mais qui est aussi qui peut être un sujet de conflit, notamment parce que, comme on le disait précédemment, il peut y avoir beaucoup de peurs qui sont cristallisées autour de cette énergie de l'argent. Et du coup, comme quand on commence à dépenser en commun, ben, toutes ces peurs, elles vont du coup refléter sur le couple. Donc, à la fois, le couple, il va être révélateur de mes peurs. Donc, ça peut être un indicateur de OK, j'essaie à travailler. Mais justement, dans le sens contraire, si moi, je travaille sur mes peurs, idéalement, si mon partenaire aussi, du coup, bah, ça va peut-être donner plus de chance à mon couple de perdurer dans la durée. Donc, tout le monde est gagnant à faire ça. Oui, et on le voit aujourd'hui dans les statistiques, ben, l'argent est un des sujets d'intimité qui fait que les couples se séparent. Donc c'est très, très important, d'évoquer ce sujet librement dès le démarrage et puis de s'autoriser à le re-questionner tout au long de sa vie, bah, parce que l'équilibre de l'argent au sein du couple, il peut évoluer. Il peut y avoir des périodes où il y en a un qui travaille moins parce qu'il y a une naissance, un qui a envie de changer de boulot et tout ça. Ce qui est important, c'est aussi de se soutenir l'un et l'autre, bah, parce que, j'ai envie de dire, le couple, c'est comme une association dans un business, c'est un projet collectif. Oui, c'est exactement ça. Dans le même ordre d'idée, je sais que quelque chose que nous, on a décidé de faire dans notre couple quand justement je suis tombée enceinte, mais parce que je m'étais renseignée sur le sujet et que voilà, je l'ai entendu, sinon je ne l'aurais même pas envisagé. Euh, Nous, dans notre couple, on est à un mode de fonctionnement 50-50. C'est pas forcément ce que je recommanderais à tous les ménages parce que quand justement il y a des grosses disparités de combien d'argent on gagne, ça peut être vraiment injuste pour celui qui gagne moins. Mais nous, dans notre couple, ça correspond à nos situations, donc on est sur ce mode de fonctionnement-là. Et justement, quand je suis tombée enceinte, on a décidé que tous les frais liés à la grossesse, donc c'est-à-dire le gynéco, les médicaments que j'ai pris, tous les frais de santé, ma mutuelle à ce moment-là, eh ben, on l'a partagé à 50-50. Même si c'était moi qui allais voir le médecin, en fait, j'allais voir le médecin pour le bébé projet du couple et pas que de Aude. Donc, en fait, c'était juste que mon compagnon participe aussi à cette dépense. Super, bah, du coup, vous avez mis en place un système, équitable et justement qui évolue dans le temps en fonction de vos projets de vie. C'est ça. Et ça, on a pu le faire et mon compagnon l'a entendu assez facilement parce que justement, l'argent, c'est un sujet dont on avait parlé beaucoup avant. Et d'ailleurs, je préciserai même pour la petite anecdote que euh, j'ai eu la chance que depuis qu'on s'est rencontrés, sur à peu près tous les plans, ça a toujours été très fluide, très simple avec lui. Donc, c'est aussi les signes qui faisaient que c'était la bonne personne.
il y a le seul sujet sur lequel on pouvait avoir des valeurs assez différentes, c'était justement sur l'argent. Parce que justement, moi, j'étais dans cet état d'esprit que il faut investir, il faut avancer sur l'argent. On m'a toujours dit, il faut pas compter sur la retraite, donc il faut se la créer soi-même. Donc moi, j'avais vraiment cette idée de, il faut travailler son argent pour pérenniser le futur, de manière peut-être un peu excessive même. Et lui, il venait d'une famille où il gagnait très peu d'argent, mais en fait, il s'en sortait toujours. Donc, en fait, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'argent, même c'est un peu mal et tout ça. Et donc, et lui, il était plutôt en mode, de toute façon, on dépense pas beaucoup, mais pas, mais parce que du coup, ça suffit. Enfin, il y a un peu aussi un truc de fierté de, moi, je suis capable de vivre avec pas beaucoup. Et lui, par contre, il n'avait pas du tout peur de manquer, contrairement à moi. Et ça, c'est un truc qui aussi très, très rigolo qu'on retrouve. C'est souvent, c'est les gens qui ont le plus d'argent qui ont le plus peur de manquer d'argent parce qu'ils n'ont jamais vécu sans. Et oui, c'est aussi pour ça qu'ils stockent. Moi, je le vois parce que je travaille aussi avec des gens très fortunés et pour autant, ils se sentiront jamais en sécurité. Ils ont une peur du manque absolument monumentale et ils pourront stocker des millions sur leur compte. Ils se sentiront pas plus en sécurité. Non, c'est hyper marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais, mais c'est hyper intéressant. Et c'est fou comment, justement, comment on se fait des petits nœuds au cerveau pour pouvoir, je sais pas si c'est un biais cognitif, mais de vraiment, comment se justifie ça de j'ai des millions et c'est toujours pas suffisant parce que si on n'enlève pas la peur, on va toujours trouver des raisons que, bah oui, mais on sait jamais, demain, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir un effondrement, peut-être que du coup, ça suffira pas. Et du coup, on trouve toujours des justifications à vouloir avoir plus. Et lui, justement, mon compagnon qui avait très peu, il dépensait très peu, donc pour le coup, il faisait grossir ses comptes épargne, mais voilà, il était dans ce système-là. Et du coup, il me jugeait un peu pour le fait que moi, je veuille investir. Donc, on avait un mode de fonctionnement très différent. Mais la chance que j'avais, c'est qu'il était vraiment prêt à en parler. On a toujours beaucoup été capable de communiquer facilement. Et donc, notamment, ça a beaucoup changé quand on a voulu s'installer ici dans le sud, qui était à la base son envie parce qu'on est venu s'installer dans sa région d'origine. Et en fait, on est dans l'arrière-pays niçois. C'est pas aussi cher qu'à Paris, mais concrètement, si on veut avoir une maison, ben c'est pas gratuit, quoi. Et lui, le projet de vie de quitter Paris, c'était pas pour se retrouver dans un appartement. Donc, et là, c'est dit, ah, peut-être que ce serait intéressant de revoir un petit peu mes convictions différemment. Et ben finalement, il s'est lancé à son compte aussi. Et voilà, ça marche très bien pour lui aussi. Mais voilà, il y a eu plein de chemins de parcourir de son côté aussi. Là, aujourd'hui, moi, du coup, j'ai un peu baissé mes envies d'avoir plus et j'ai travaillé sur mes peurs pour les enlever. Et lui, il a vu que aussi avoir de l'argent, ça pouvait être cool, ça donnait plus de possibilités et que ça faisait pas de nous une mauvaise personne ou quelqu'un. Voilà. Et en même temps, il conserve sa capacité à vivre avec peu s'il y a besoin. Donc, dans tous les cas, ça va bien se passer pour lui. Et oui, Et, et en fait, c'est essentiel ce que tu disais, parce qu'on peut éprouver de la gratitude et se satisfaire de ce que l'on a, et pour autant mettre en place des choses pour construire son avenir et investir sur les projets qui font sens pour nous. c'est ça. Et ça, d'ailleurs, c'est la manière dont moi j'aborde la gestion de patrimoine. Avoir de l'argent pour avoir de l'argent, franchement, ça sert à rien. Mais s'il n'y a pas de projet derrière, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je veux faire avec? C'est quoi mes projets de vie? Est-ce que j'ai envie justement de changer de région? Est-ce que j'ai envie de faire une reconversion professionnelle et du coup, j'ai besoin de un peu de capital pour pouvoir, je sais pas, me former, assurer la transition. Est-ce que pour moi, c'est important de payer des études à mes enfants ou non, moi, j'ai plus envie de leur apprendre la valeur du travail et de se débrouiller toute seule. Donc, c'est eux qui vont s'en charger tout seuls en travaillant. Enfin, après, tout est juste tant que quelque part, on s'est posé la question et qu'on est sûr que c'est juste pour nous plutôt que de juste subir les croyances et les peurs. Voilà, donc encore une fois, ça commence par un travail sur soi de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, déterminer mes projets de vie et les déterminer justement en conscience de ce qui est bien pour moi et pas juste de ce que la société attend de moi ou de ce qui va pouvoir nourrir mes peurs.
Et chez les femmes, ce qui est très important, c'est oser en parler, s'autoriser à le gérer soi-même, parce qu'il y a plein de personnes qui pensent justement, qu'il n'y a qu'une conseillère en gestion de patrimoine ou une conseillère financière qui saurait gérer leur argent. Or, nous sommes toutes, si nous nous formons et nous faisons notre éducation financière, les personnes qui feront les meilleurs choix pour nous. C'est ça. Le conseiller en gestion de patrimoine, en gestion financière, il est là que pour guider, éventuellement s'il fait bien son travail, si c'est notre désir de former, mais c'est pas lui qui va être dans l'argent au quotidien, c'est pas lui qui va dépenser, c'est pas lui qui va choisir les projets de vie. Donc c'est comme n'importe quelle euh, personne qui rend un service, elle est là pour nous accompagner, mais pas pour faire à notre place. Euh, Et ça, c'est un des travers de pas mal de personnes, c'est que justement, je vois beaucoup de femmes qui n'arrivent pas justement à investir, aussi parce qu'elles n'arrivent pas à se projeter dans un projet de vie. c'est ça. Et quelque part, le gestionnaire patrimoine, si il gère l'argent comment lui, il pense que c'est bien, ou la gestionnaire de patrimoine, ben, il y a peu de chances que ça nous corresponde vraiment. Enfin, il y a que nous qui sommes en capacité de dire ça. Donc, et c'est toujours l'idée. Si, OK, je décide de reprendre le pouvoir sur ma vie et sur mon argent, donc je vais voir quelqu'un qui va m'accompagner, mais que je lui donne ce pouvoir-là, ben, en fait, j'ai pas du tout progressé. Parce que enfin, j'en suis toujours au même ça. J'ai juste déplacé le pouvoir du point A au point B, mais il n'est toujours pas entre mes mains. Oui, oui, c'est assez amusant. Et justement, là, je fais pas mal d'interviews sur le sujet, on va dire, de l'éco-investissement et du fait d'investir durable. Et je vois que c'est un levier psychologique qui est intéressant parce que les femmes, à partir du moment où on a des enfants, on est sensible à ce qu'on transmet à nos enfants et justement à vouloir leur transmettre un monde meilleur et à avoir envie quelque part que l'argent serve une cause un peu plus durable parce qu'on était nombreuses à associer l'argent on va dire un peu aux 30 glorieuses, à une manière pas très très vertueuse de l'utiliser. Oui, c'est vrai que, bah, à titre personnel, j'ai plutôt fait le cheminement inverse, c'est-à-dire qu'avec mon compagnon, on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on veut vraiment avoir des enfants dans ce monde-là? Et bon, finalement, on s'est dit que oui. Donc aujourd'hui, on a un enfant. Euh, mais justement, est-ce que argent et durable, est-ce que argent et écologie, c'est compatible? Il me semble que oui, en tout cas à ce jour, oui. Après, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions aujourd'hui sur, entre guillemets, la société capitaliste. Est-ce que voilà, ce modèle de surconsommation où on a besoin de toujours plus, toujours grossir, toujours voilà, ça, je remets beaucoup ça en question. Et, euh, et à titre personnel, je pense que ben, ce qu'il faut, c'est être bien et pas toujours avoir plus. Et encore une fois, c'est une question de choix en fait. Quand j'ai de l'argent, je peux choisir comment je les dépense, je peux choisir comment je l'investis. Et du coup, il y a plein de manières de faire. Par exemple, une des manières dont moi j'utilise l'argent, c'est qu'aujourd'hui, là où je regarde plus la dépense, c'est sur la nourriture. Et du coup, j'ai justement, entre guillemets, ce luxe de me dire, bah, je vais faire mes courses 100% au magasin bio, j'achète le plus possible local, j'achète le plus possible de saison, enfin, d'ailleurs, j'achète que de saison, si possible sans emballage, enfin, voilà. Le fait d'avoir de l'argent, ça me donne cette possibilité. Là où effectivement, si je suis à 10 euros près tous les mois, je vais être obligée de prendre ce qu'il y a de moins cher, donc pas forcément le plus qualitatif, donc pas le meilleur pour la planète, pas le meilleur pour ma santé. Donc je comprends très bien qu'il y ait des gens qui n'aient pas ce choix-là, mais le fait d'avoir de l'argent, ça me donne ce choix-là. Et pareil, comment je dépense mon argent? Je peux en avoir et acheter une Ferrari qui va être extrêmement polluante, bruyante, tout ce que vous voulez. Et je peux aussi continuer à rouler avec un vélo. Et voilà. Si j'ai plus d'argent, j'ai plus de choix en fait. Alors Et que le contraire est faux. c'est important ce que tu dis parce que moi, souvent, c'est une question que je pose. Quelles sont les bonnes raisons pour soi d'aimer l'argent, donner, impacter positivement son environnement et notamment si on a des convictions écologiques, investir dans des projets durables, soutenir le bio, la production d'énergie renouvelable, donner à des associations, faire du bien autour de soi et soutenir les personnes qui sont autour de nous. Il y a plein de manières d'utiliser l'argent de manière vertueuse dans nos vies. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ce terme de aimer l'argent, il est un peu associé à genre
Là, moi, l'image qui me vient, c'est Picsou qui est dans sa piscine en train de prendre son bain de pièce. Aimer l'argent, c'est pas forcément ça. Ça veut pas dire adorer l'argent au sens c'est une divinité à qui je vais tout donner, à qui je dois faire des offrandes et tout ça. Là, il y a quelque chose d'excessif. Aimer l'argent, c'est juste reconnaître que l'argent, c'est quelque chose de positif pour moi. Et donc, du coup, ce qui va se ressortir de ça, ça va être quelque chose de positif. Si justement, encore une fois, quelle émotion je vais attribuer à cet objectif, à cette énergie, pour quelque chose juste qui soit apaisé et encore une fois juste. Oui, et puis c'est du coup l'associer à des choses positives en entrée et en sortie. Et là, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à associer l'argent à des choses positives en sortie. Quand on Il y a paye, des personnes qui oui. voient ça comme un processus d'appauvrissement, de payer. Enfin, je sais pas si c'est tout le monde, mais moi j'ai appris à l'école que l'argent c'est un gâteau et du coup on partage le gâteau. Du coup justement il y a les riches qui ont les grosses parts et puis les autres qui ont les petites parts et du coup ça veut dire que si je donne de l'argent à quelqu'un, j'aurai moi ma part de gâteau elle sera plus petite. Donc et je ne veux pas ça puisque la société de consommation elle m'a appris qu'il faut avoir le plus possible sinon on n'est pas heureux. Sauf que encore une fois on a dit l'argent ça n'existe pas et parfois enfin, même souvent, en fait, si je dépense, ça me donne quelque chose. L'argent, c'est un moyen de troc quelque part. Donc, ce que ça me donne en échange, ça peut m'enrichir autrement. Enfin, même voir, c'est censé m'enrichir autrement. Si je donne pour bien manger, je m'enrichis physiquement, je m'enrichis mentalement. Si je le dépense pour me former, je vais m'enrichir intellectuellement. Si je le dépense pour voyager, je vais m'enrichir en expérience et culturellement. Il y a plein de manières de s'enrichir en dépensant son argent. Et moi, pour le coup, j'ai vraiment cette croyance que plus je donne et plus ça va me revenir. Typiquement, si je vais investir dans mon entreprise, je vais investir en formation pour me développer ou peut-être en communication, du coup, ça va me revenir. Et c'est exactement ce qu'on appelle la mentalité d'abondance, ce que tu décris, qui est quelque chose d'un petit peu galvaudé. Ça aussi, le terme d'abondance en France, il y a plein de gens que ça fait bondir, mais ça n'est que ça. Oui, exactement. Et il n'y a pas longtemps, sous une de mes vidéos où je parlais de ce sujet, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui disait bah oui, mais alors je ne sais plus c'était quoi exactement la situation. Je crois que la personne, elle était en handicap ou enfin, elle était dans une situation, elle défendait bah oui, mais moi, je suis pauvre et du coup, je suis condamnée à être pauvre, donc je ne peux pas être dans l'abondance financière. Et donc, le truc, c'est qu'elle a en partie raison, au sens que systémiquement, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances par rapport à l'argent. C'est clair que si je suis héritier, si j'ai des parents qui m'ont culturellement donné beaucoup de choses, qui m'ont plus accompagné à l'école, donc j'ai plus de chances d'avoir un métier bien payé. Enfin, c'est difficile de changer de classe sociale. La méritocratie, elle est toute relative. Le truc, c'est que, en fait, c'est toujours un mélange des deux. Il y a toujours le mélange entre le systémique et le personnel. C'est pas que de la faute du systémique et c'est pas que de la faute du personnel. J'ai pas le pouvoir sur le systémique, mais j'ai le pouvoir sur le personnel. Donc, même si je pars pas du même point que quelqu'un d'autre, ça vaut quand même le coup de se poser la question, ok, moi, au niveau personnel, qu'est-ce que je peux déjà faire pour pouvoir évoluer par rapport à ça? C'est ça où je reste à ma place et je subis. Donc, Et c'est aussi faire le choix, quelquefois, de faire preuve d'infidélité par rapport à des croyances familiales, par rapport à un milieu, pour s'autoriser à vivre différemment. Et ça passe aussi par ça, pour avoir des choses différentes et avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes et parfois s'extraire aussi de son environnement. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait en partie, parce que sinon, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue. Et on est nombreux à en témoigner. C'est s'autoriser à se construire une vie qui ne ressemble qu'à nous. c'est ça. C'est ça le fait d'être fidèle aux croyances. Donc, c'est vrai pour l'argent, mais c'est aussi vrai pour plein, plein de choses. Hein. De là d'où je viens, l'éducation que j'ai reçue, les attentes qu'on m'a mises, comment je vais être mis dans. Enfin, comment ma famille va recevoir les choix que je fais. C'est valable pour plein, plein de choses. Hier, j'écoutais une interview de Bérangère Krief qui racontait qu'elle, c'était la seule personne dans sa famille qui avait choisi une vie, entre guillemets, de saltimbanque, c'est comme ça qu'elle le disait, où voilà, apparemment, elle a grandi dans un environnement très chaleureux, elle a reçu beaucoup d'amour et tout ça. Mais le métier artistique, personne d'autre dans sa famille n'a fait ça. Donc, qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Est-ce que je décide de poursuivre dans ce métier, dans cette carrière, parce que je sens que c'est là où je suis à ma place, mais je ne sais pas comment ma famille va recevoir ça.
ou je décide d'être fidèle et de rester dans le schéma familial où, j'en sais rien, tout le monde est fonctionnaire, moi aussi, je vais être fonctionnaire. Et donc, ça, c'est voilà, c'est valable pour ça, pour un choix de vie, mais aussi effectivement pour un changement de classe sociale. Ça peut être dans les deux sens. Je reprends l'exemple de mon père où là, pendant la guerre, mes grands-parents, ils avaient tout perdu. Ils ont mis énormément de pression sur mon père pour que lui, il gagne beaucoup d'argent. Mais du coup, pour le coup, il a très bien respecté son schéma familial, mais au point de se rendre malheureux. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait jamais assez, donc il fallait toujours travailler plus et tout ça. Enfin, ce schéma en plus de patriarcal de l'homme doit pourvoir à la famille. Donc lui, il a été dans ce truc, il a surpoussé. Et il peut y avoir dans l'autre sens, justement, typiquement, la famille d'ouvriers qui va voir d'un mauvais œil qu'un membre de la famille veuille créer son entreprise, devenir patron, peut-être même avoir des employés, et du coup, on passe du mauvais côté de la barrière. Donc tout ça, c'est qu'est-ce que moi, je décide de faire de ça. Oui, alors moi, j'aime bien dire que justement, que la notion d'ambition, avoir de l'ambition quelque part, s'autoriser à avoir de l'ambition, c'est s'autoriser à écrire une histoire qui n'appartient qu'à nous. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, on se construit beaucoup en rapport aux autres et ce que les autres attendent et projettent de nous. Exactement. Donc ça commence par la famille. Donc il y a ce fameux truc de les extrêmes, c'est toujours soit je vais me construire en suivant bien le schéma familial, soit je vais me construire en opposition. Ça peut être utile à court terme, mais c'est pas plus équilibré. Et souvent, c'est quelque chose qu'on poursuit justement plus tard dans le choix de ses amis, dans le choix de son compagnon. Et ça, c'est aussi un sujet que j'aborde très souvent en séance de kinésiologie, le fait de vouloir plaire aux autres. Il y a vraiment un truc fondamental ancré, je pense, en nous en tant qu'être humain voilà, si on revient un peu au stéréotype de la préhistoire, on vivait en tribu dans les cavernes, et si je suis rejetée de la tribu, je me retrouve tout seul dehors au milieu des bêtes sauvages, j'ai une mort quasi certaine. Donc c'est ancré très fort chez nous que c'est très très dangereux physiquement, viscéralement, d'être rejeté du groupe. Et en fait, on continue de fonctionner comme ça aujourd'hui, où c'est hyper compliqué de déplaire aux autres. On voudrait vraiment toujours être aimé, toujours être accepté par tout le monde. Sauf que cette réalité, elle est très différente aujourd'hui. Hein. Des gens, il y en a plein. On peut sortir tout seul dehors, on ne va pas se faire attaquer par une bête sauvage. Si je suis rejetée de ce groupe, je peux trouver un autre groupe. Des gens, il y en a plein. Des gens qui me ressemblent, il y en a forcément. Des gens qui me conviennent, il y en a forcément. Mais voilà, ça veut. Et en plus, plaire à tout le monde, c'est un boulot, mais monstrueux et perdu d'avance. Je vous rappelle qu'on est 7 milliards, donc je ne sais plus combien on en est maintenant, mais en fait, ça veut dire que je dois plaire à plus de 6 milliards de personnes. C'est impossible. Même si on prend notre cercle restreint de, je sais pas, même 10 personnes, chacune de ces 10 personnes, elle va avoir des attentes différentes, elle va avoir des idées différentes. Et en plus, j'en sais rien ce qu'elles veulent vraiment. Je ne sais même pas si je suis capable de répondre à ces demandes, et encore moins de répondre à toutes ces demandes en même temps contradictoires. Donc, c'est beaucoup plus, encore une fois, juste et logique de commencer par soi, d'être juste avec soi, et du coup, si je suis bien alignée avec moi, ça c'est encore une fois, c'est ma croyance que ça va bien s'aligner autour aussi. Et oui, c'est oser déplaire à certains pour se plaire à soi-même. Et ça, c'est essentiel. Et encore plus les femmes, on nous a pas appris avec cette idée-là parce que quelque part, j'aime bien dire, on nous a élevés à plaire. Oui. Des petites filles sages plutôt jolies. C'est ça, exactement. C'est la fameuse objectification de la femme. Encore une fois, j'ai écouté un autre podcast hier. Je suis très friande de podcast sur une personne expliquait à l'intervieweur pourquoi est-ce que la compétition entre femmes, c'était quelque chose qui était issu de la société patriarcale. Et l'intervieweur, qui était un homme, n'arrivait pas du tout à comprendre ça, du fait qu'en fait, on nous a vraiment élevés pour on doit être belle, on doit être séduisante, on doit être douce pour plaire aux hommes et quelque part pour plaire aux femmes aussi. Hein. Souvent, en fait, les femmes, c'est surtout elles qui vont nous regarder. Là où l'homme, il va avoir d'autres enjeux aussi qui sont systémiques, mais qui sont pas forcément très intéressants pour lui non plus, d'être justement de pourvoir, d'être fort et tout ça. Donc, ils ont aussi leurs propres enjeux. Mais nous, on doit être belle, on doit plaire. Sinon, justement, on ne va pas trouver un homme qui va subvenir à nos besoins. Je sais pas, c'est les enjeux de Jane Austen où il faut trouver un bon parti, il faut être marié, sinon
Sinon, ben, on ne réussit pas sa vie. Et tout ça, c'est des schémas inconscients, ça nous échappe. Et justement, c'est ce qu'on disait, c'est hyper important de se faire accompagner et de se poser toutes ces questions-là pour remettre les choses à plat et véritablement s'autoriser à créer quelque chose qui n'appartient qu'à nous au moment notamment de notre reconversion. Moi, je vois la question de l'argent, la plupart des personnes ne se le posent pas quand ils sont dans le salariat parce qu'on rentre dans une espèce de train-train, on gagne de l'argent, on le dépense et puis voilà, on ne se pose pas trop de questions. Quelque part, on rentre dans une espèce de tunnel. Et c'est vraiment au moment de la reconversion que voilà, on se questionne là-dessus, notamment parce qu'on renvoie des peurs sur ce sujet. Oui, c'est vrai que la reconversion, c'est vraiment un moment clé où on se pose des questions parce que justement, il y a cette, à ce moment-là, se repose la question de comment je vais gagner de l'argent maintenant. Et avec ces peurs de je ne sais pas combien il va y avoir, potentiellement, ça va être de manière irrégulière. Donc, on perd une grosse partie de cette pseudo-sécurité. Mais en même temps, quelque part, en fait, ça vient avec des gros changements de vie. C'est-à-dire que typiquement, si, quand j'ai un enfant, quand je veux changer de région, donc tous les gros changements de vie sont propices à se poser ce type de questions. Mais quelque part, c'est aussi bien de le faire avant et de préparer tout ça. Voilà, plus j'ai travaillé sur mon rapport à l'argent, plus en fait, après, ces changements, potentiellement, ils vont se passer de manière plus facile et plus fluide parce que je serai déjà informée et préparée. Oui, et quelque part, le travers aussi de la société française, c'est qu'on n'en parle pas dans les familles, on n'apprend pas aux enfants à se projeter sur ces questions. Alors moi, je suis maman et du coup, j'ai aussi appris à ma fille à se projeter là-dessus très tôt et à faire de l'argent une énergie positive au service de sa vie et de pouvoir faire des choix plus librement et uniquement ça, pas d'injonction sur cette question. Ça sert uniquement à ça, en fait. Faut-il encore qu'on ait des parents qui nous permettent de réfléchir des choses comme ça? Moi, on m'a pas transmis cette culture de tout ça et les mamans, on est nombreuses à vouloir justement offrir à nos enfants plus de liberté dans leur vie, dans leur projet de vie pour qu'ils puissent être plus libres et plus heureux. Et c'est important de le faire. Quelque part, la société aujourd'hui ne nous inculque pas ça. L'école ne transmet absolument aucune clé là-dessus. On nous apprend juste à rendre la monnaie dans les cours de mathématiques et encore. Voilà, et c'est important de transmettre la bonne parole là-dessus. Moi, j'ai fait des sujets là-dessus, notamment pour aider les mamans qui ont envie de libérer la parole au sein de la famille sur cette question. Et en tout cas, je te remercie véritablement de toutes tes clés, tes enseignements, aussi de ton partage d'expérience et ton authenticité, parce que je suis sûre que ça va en inspirer beaucoup à réfléchir à cette question. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Le plus simple, c'est d'aller sur mon site écologie-citadine.com, là où on peut retrouver les présentations de mes stages, mes séances individuelles. On peut prendre rendez-vous avec moi si on veut discuter aussi de la gestion de patrimoine, enfin des gestions budgétaires. Il y a plein de possibilités. Tout est concentré là. Et du coup, dans la description de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens pour retrouver Aude sur le web. Je vous remercie également de nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et nous laisser un commentaire, un questionnement. Je le transmettrai bien sûr à Aude où je vous répondrai. C'est avec grand plaisir. Et vous trouverez également un petit questionnaire aussi pour me faire remonter les prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque sur cette chaîne. Merci à toi, Aude, de ton temps et de cette belle énergie que tu nous as transmise. Merci à toi, Ophélie. Bien, à bientôt.